Pour notre troisième table ronde. Bonjour à toutes et à tous. La table ronde va bientôt commencer sur énergie et climat, mais tout d'abord, nous, les scientifiques toulousains, souhaitons prendre la parole. Nous sommes une dizaine ici de scientifiques chercheuses et chercheurs de différents laboratoires, de différentes disciplines. Et si nous intervenons ce matin, c'est pour rappeler que malgré toutes les très belles initiatives qu'on a entendues ce matin, malgré toutes les actions qui vont dans la bonne direction, pour l'instant, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire et nous en sommes très loin. Nous pensons que les politiques actuelles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous pensons que les constats scientifiques ne sont pas sérieusement pris en compte dans les discussions. Nous pensons que les citoyennes et les citoyens ne sont pas suffisamment informés et les politiques formés des enjeux et ne peuvent pas prendre la mesure de l'urgence et des efforts à faire. Ça fait 50 ans que les scientifiques alertent, ça fait 50 ans qu'on parle de solutions, comme on a entendu ce matin, qu'on n'arrive pas à les mettre en place à l'échelle. Et si nous agissons aujourd'hui, c'est au nom d'un collectif qui s'appelle Scientifiques en rébellion. Ça n'est pas facile pour nous de prendre la parole, nous les scientifiques, et de rentrer en rébellion. Ça n'est pas dans notre rôle. Nous sommes normalement dans la neutralité, mais aujourd'hui nous agissons au nom de l'urgence. Il est question ici de l'habitabilité non seulement de notre ville, Toulouse, mais de la planète, et nous voulons le rappeler. Donc nous souhaitons passer quelques diapositives pour vous rappeler ces enjeux, puisque visiblement ils n'ont pas été encore suffisamment entendus de ce que nous avons entendu ce matin depuis 9 heures. Ces informations ne sont pas des opinions, ce sont des résultats scientifiques qui sont basés sur les résultats de la science que vous payez avec votre argent de contribuable. Nous devons de vous les communiquer, mais les politiques se doivent de les prendre en compte. Merci. Moi, je m'appelle Marieke Verlichterveld. Je suis chercheuse à l'Institut de recherche pour le développement, géologue au laboratoire Géosciences Environnement de Toulouse. Alors déjà, quand on nous donne les diapos avec, à l'avance, c'est pas évident. Est-ce que Françoise? Non, techniquement, on ne peut pas le faire. Oui. Oui. Mais ce dispositif est fait pour qu'il n'y ait jamais finalement de contrepoint. Il y a eu des choses très inspirantes ce matin, mais il y a eu aussi des choses un peu lénifiantes. Et la table ronde qui va avoir lieu maintenant, puisque finalement il y a eu des ouvertures ce matin par la tribune pour dire que les scientifiques doivent prendre part au débat en dialogue avec les acteurs économiques. Et là, nous sommes face à des acteurs majeurs dans la table ronde qui va s'exprimer. Notamment, par exemple, le groupe Total qui avait des plaquettes de présentation sur tous les sièges. Donc nous trouvons juste que les scientifiques puissent, au vu de la lecture du rapport, nous n'allons pas parler que de Total, mais il y a des enjeux de fond à rappeler et on ne peut pas accepter que ce soit juste déployé par le biais de plaquettes publicitaires, alors que nous, un groupe de scientifiques interdisciplinaires qui sommes à Toulouse, qui travaillons sur ces enjeux, souhaitons livrer au débat public un certain nombre de faits et de lecture. Bien sûr, ce matin, il y a eu des choses, bien sûr. Alors, étant donné le fait que vous avez visiblement ce matin, il y a eu des choses très inspirantes. Il y a eu des choses très inspirantes, mais tous les discours ne sont pas sur le même niveau. Vous pouvez le... Oui.
Vous pouvez distribuer Je crois que nous ne sommes pas dans la polémique. Nous souhaitons faire autre chose que distribuer une plaquette publicitaire. Juste, on va vous laisser la parole. On va vous laisser la parole pendant 10 minutes. Simplement, à l'avenir, j'aimerais quand même qu'on soit capable de travailler tous ensemble. Parce que depuis ce matin, tout le monde dit il faut travailler ensemble, il faut travailler ensemble. Donc moi, je milite, je ne suis pas pour un régime de Poutine. J'aimerais bien qu'on soit quand même dans un jeu de démocratie et qu'on puisse travailler la prochaine fois à pouvoir permettre quand même à ce qu'on puisse, à la fois que vous interveniez, mais aussi qu'on puisse respecter nos intervenants qui viennent de l'étranger, qui viennent apporter aussi de l'expertise. Voilà, donc je suis pour le pluralisme. Vous savez, madame, quand on dirige un journal, et un journal économique, on défend la liberté de la presse, on défend la liberté de l'information. Vous jouez votre rôle, vous avez votre place, mais essayons un petit peu peut-être de travailler à l'avenir un peu plus ensemble. Je vous remercie. D'accord, bah écoutez, lancez donc le diaporama, vous pouvez à la régie le lancer. Bonjour et merci pour ce petit temps de parole. Donc moi je m'appelle Sylvain Cupel, je suis spécialiste du cycle de l'eau, chargé de recherche IRD à Géosciences Environnement Toulouse et je vais commencer du coup cette petite intervention. Donc pour donner des chiffres et un contexte quantifié de la situation en regard de ce qui a été évoqué parfois durant cette matinée. Donc le constat c'est qu'on est sur une trajectoire insoutenable et qui s'accélère puisqu'on est toujours dans des années records d'émissions de gaz à effet de serre. Avec la période des dernières 30 années est intéressante parce que c'est à la fois la période durant laquelle la moitié du dioxyde de carbone, aussi appelé CO2, a été émis dans l'atmosphère. Et c'est aussi à peu près il y a 30 ans que le premier rapport d'évaluation du GIEC paraissait. GIEC auquel a contribué du coup l'intervenante de ce matin au 3e groupe de travail, mais aussi Hervé Letreut qui est présent ici, qui est climatologue. Et Hervé Letreut qui disait d'ailleurs en 2009, suite à l'échec de la conférence de Copenhague, qu'il ne fallait pas perdre 10 ans de plus. Force est de constater que ça a été le cas. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, merci. Et c'est le cas notamment parce que les politiques publiques ne permettent pas de respecter les engagements sur la réduction de gaz à effet de serre, notamment les accords de Paris qui ont été signés en 2015, plus récemment. À gauche, vous voyez la trajectoire en rouge, c'est là où on va, globalement, avec le peu de changements qu'il y a eu. Alors qu'en dessous, vous avez des trajectoires de réduction et on en est bien loin. Et ça, c'est au niveau mondial. Mais à l'échelle plus locale, on a des choses similaires de manquement à des réductions. Vous avez la tendance actuelle pour l'agglomération de Toulouse qui est de peut-être 9% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Tout à l'heure, on parlait de Toulouse métropole vertueuse. On peut se poser la question, lorsque le PCAET, le plan climat, air, énergie territorial, qui je le rappelle est engageant au nom de la loi localement, et on en est bien loin puisqu'il tablait sur une réduction de 40% d'ici 2030. Et d'ailleurs, pas d'ici 2050, comme ça a été évoqué précédemment. Donc on est vraiment face à une dissonance entre les engagements affichés et les réalisations locales et mondiales jusqu'à présent. Et je passe la parole à ma collègue. Les questions climatiques sont bien sûr étroitement liées à d'autres crises environnementales qui sont aussi causées par les activités humaines et qui menacent notre existence. En particulier, de nombreux écosystèmes sont déjà fortement dégradés et on estime aujourd'hui que, plantes et animaux confondus, une espèce sur 7 est menacée d'extinction totale à l'échelle de quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on peut dresser une petite liste des conséquences déjà observables de l'ensemble de ces dégradations. Notamment, on commence à rencontrer des difficultés pour produire la nourriture. On observe des impacts sur notre santé, nos infrastructures et nos activités sociales et économiques.
Et tout ce qu'on a vécu jusqu'ici n'est qu'un petit aperçu de ce qui nous attend pour l'avenir si on continue sur la même trajectoire. Donc notre environnement change et continuera de changer d'une manière très brutale et cela va nécessiter des efforts d'adaptation qui sont colossaux et dont on n'a probablement pas du tout pris la mesure. Dans notre région, il va falloir affronter des canicules de plus en plus fréquentes, de plus en plus chaudes, avec des périodes où la température ne descendra pas sous les 20 degrés la nuit. À Toulouse, par exemple, on s'attend à avoir plusieurs dizaines de ces nuits tropicales chaque année. L'adaptation qui sera déjà très compliquée chez nous pourra devenir carrément impossible dans d'autres régions du monde si on continue sur la trajectoire actuelle. Dans la bande intertropicale, où vit la moitié de l'humanité, la combinaison de forte chaleur et de niveaux d'humidité élevés fera, d'ici la fin du siècle, qu'il deviendra impossible de travailler ou même tout simplement de survivre dans de nombreuses régions. Et en plus, beaucoup de pays concernés disposent de très peu de moyens pour faire face. Et donc ce constat a conduit le GIEC à alerter sur le fait que les conséquences pourraient se chiffrer en centaines de millions de morts ou de personnes déplacées. Pour éviter le pire, c'est une véritable rupture qui est nécessaire. Le graphique qui est montré là présente les courbes d'atténuation, c'est-à-dire les trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre qui permettent de limiter le réchauffement en vert à 1,5 degré et en orange à 2,5 degrés, à 2 degrés. Donc on doit considérer qu'on est à un sommet et c'est un point de bascule, ce doit être un point de bascule. Donc il ne s'agit pas d'une transition douce au niveau global, mais d'une bifurcation radicale des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Étant donné la manière dont nos sociétés dépendent actuellement des énergies fossiles, et comme nous le rappellent encore les ruptures d'approvisionnement en cours, ça signifie que des transformations majeures de nos modes de vie, de nos infrastructures doivent avoir lieu en tenant compte des impératifs de justice sociale, comme ça a été souvent dit ce matin. Si nous ne décidons pas de nous engager nous-mêmes dès maintenant dans ces trajectoires de rupture, de réduction radicale, les transitions ne seront pas choisies, elles seront subies. Un rapport du GIEC l'exprime de façon particulièrement claire. Les trajectoires qui limitent le réchauffement planétaire à 1,5 degré exigeraient des transitions rapides et radicales dans les domaines de l'énergie, de l'aménagement des terres, de l'urbanisme, des infrastructures et des systèmes industriels. Donc ces transformations, elles doivent avoir lieu à la fois au niveau global, mais aussi au niveau local. Alors on a entendu des intentions et des directions tout à fait intéressantes, mais entre ces éléments et ces discours et la réalité, il y a un fossé extrêmement préoccupant. Alors bien sûr, les nouveaux projets mettent du temps à se mettre en place, mais les objectifs seront d'autant plus difficiles à atteindre si on continue à soutenir des projets qui vont à l'encontre de ces objectifs. Donc dans certains cas, c'est simple. Les projets qui ne sont pas alignés avec les enjeux doivent être révisés en profondeur ou arrêtés. Par exemple, l'extension du réseau routier, c'est quelque chose qui est incompatible avec la réduction des émissions du secteur des transports. Le problème avec la construction des nouvelles routes pour réduire les embouteillages, c'est qu'en raison d'un phénomène bien documenté, ça a produit un trafic induit qui fait qu'au final, on a plus de véhicules et plus d'émissions. Donc à Toulouse, par exemple, les projets du boulevard Ouest ou la jonction Est sur la Rocade entrent dans cette catégorie de projets qui doivent être complètement révisés. Un autre sujet, c'est l'étalement urbain. On en a souvent parlé. On ne peut pas maintenir absolument d'anciens projets qui ont été pensés dans d'autres référentiels que celui que nous vivons actuellement et qui ont des effets extrêmement structurants sur le futur de nos modes de vie et qui entraînent l'artificialisation de grandes zones de terre, comme c'est le cas par exemple des zones d'aménagement concerté de Malpère et de Palfica. Au niveau international, j'aimerais vraiment insister sur un point qui est que l'enjeu, ce n'est pas forcément de produire plus d'énergie renouvelable, etc., même si c'est évidemment important, mais l'enjeu numéro 1, c'est de stopper l'exploitation des énergies fossiles. Et je vais vous l'expliquer avec ce graphe qui est extrêmement important, qui est issu des travaux des scientifiques et sur lequel j'aimerais avoir votre attention. Ce que vous voyez en rouge, ici, ce sont les exploitations de pétrole et de gaz qui sont en cours. Juste au-dessus, en bleu, c'est les exploitations de charbon en cours.
Et au-dessus, vous avez la même chose, mais avec les projets. C'est-à-dire la partie assurée, ce sont les projets. Donc ça, ce sont les émissions de CO2 liées aux exploitations en cours. Et ce que vous voyez à droite, ce sont les budgets carbone pour rester en dessous de 1,5 et au-dessus, le budget carbone pour rester en dessous de 2 degrés. Vous voyez, la conclusion en fait est extrêmement visible des travaux des scientifiques. En fait, les exploitations en cours d'énergie fossile excèdent déjà le budget pour 1,5 et on voit bien que juste les exploitations existantes nous permettent tout juste d'être en dessous de 2 degrés, c'est-à-dire en fait de ne pas respecter les accords de Paris qui devraient dire qu'on est largement en dessous de 2 degrés. Et donc c'est ce qui a conduit à la fois l'Agence internationale de l'énergie et le secrétaire général de l'ONU de dire qu'il fallait la priorité numéro 1, c'est effectivement d'arrêter l'exploitation des énergies fossiles et qu'il faut vraiment arrêter ça. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a invité un acteur à cette table ronde qui est Total Energy. Et ici, les graphes que vous voyez ici sont issus de leur rapport de 2002. C'est exactement le même rapport que celui pour lequel vous avez une plaquette en dessous de vos sièges. Sauf que dans la plaquette qu'ils vous ont mis sous les sièges, ils n'ont pas mis exactement les mêmes graphes que ceux que j'ai choisi de mettre dans cette présentation, puisqu'en fait, il est explicitement dit dans leur rapport de nouveaux investissements restent nécessaires pour satisfaire la demande en raison du déclin naturel des gisements. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, naturellement, les gisements vont décroître, si on continue leur exploitation, d'environ 4% par an. Or, il se trouve que 4% par an, c'est précisément à peu près ce qu'il faudrait avoir comme décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, clairement, continuer l'exploitation des énergies fossiles, c'est aller à l'encontre de l'accord de Paris, très clairement. Et ça, dans leur plaquette, dans ce rapport, ils disent l'inverse. Ils disent en accord avec l'accord de Paris. C'est bien entendu complètement faux. Et ce que vous pouvez voir ici sur ces graphes, qui sont issus de ce rapport, c'est ici une stabilisation du pétrole en 2030, une augmentation du gaz. Donc là, vous voyez bien qu'évidemment, ça va conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Une autre manière de le voir, c'est avec les 2 graphes d'en dessous. Total va augmenter considérablement sa production d'énergie, principalement donc par le gaz, mais aussi par les énergies renouvelables, donc des énergies qui vont s'additionner, et dans le même temps avoir une diminution de l'intensité carbone de l'énergie qui est relativement modeste et qui est principalement due à la production des ENR. Et donc en fait, on voit bien que ces scénarios sont complètement contraires aux préconisations du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie. Vous étiez parti sur... Il reste Vous 2 étiez diapos. parti sur 10 minutes, donc je vais demander de... Il reste Merci. juste 2 diapos en fait, et ça revient sur ce qu'on a voulu faire, parce qu'effectivement c'est intrusif, effectivement ce n'est pas de bon goût aujourd'hui, et effectivement nous sommes bien d'accord qu'il faut que tous les acteurs essayent de travailler ensemble. Mais dans le débat public, tous les acteurs ne sont pas du même poids, et tous les discours ne se valent pas. D'où notre intervention, nous en sommes désolés, qui est dérangeante, c'est vrai. Et nous saisissons l'opportunité de ce qu'on dit ce matin, à la fois Monsieur Moudingue par exemple, en disant qu'il fallait accélérer et mettre tout carte sur table, eh bien nous sommes dans une attitude de mettre des choses carte sous table. Et donc, pour commenter cette diapo, où en fait nous avons essayé de résumer un certain nombre de discours qui peuvent être, hélas encore, des discours de masquage pour donner l'impression que tout le monde est aligné, mais c'est faux. En partie, tout le monde n'est pas aligné. Il y a des conceptions encore qui sont dans des pratiques dilatoires, retardantes ou qui orientent dans de nouvelles impasses. Et donc, ce qu'il faut dire peut-être aujourd'hui très clairement, c'est qu'il ne faut pas seulement des objectifs à long terme, parce que ça, tout le monde est d'accord pour les aligner. Il faut des jalons, et des jalons qui démarrent dès aujourd'hui, immédiatement. Et donc, comme Olivier l'a dit, il y a des choses qui doivent s'arrêter, être drastiquement réorientées. Il faut avoir le courage de le dire. Je crois qu'il faut avoir le courage de porter certaines choses de ce genre. Donc, vous voyez, on a listé un certain nombre de problèmes dans des discours qui circulent, remettre à plus tard, brouiller la compréhension, et là les exemples qu'on a pris sont issus de la politique énergétique, se défausser de ses responsabilités, ah ben les consommateurs le veulent, ah ben les citoyens ne sont pas encore prêts, ah ben les citoyens vont maugréer, ils vont peut-être même s'insurger. Non, quand on est en responsabilité, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mettre en avant des solutions technologiques sans évoquer leurs limites, c'est très fréquent dans le cas de l'industrie, que ce soit l'hydrogène, les biocarburants, etc., le biofuel, tout ça, ça existe, ce sont en partie des solutions. Mais promettre, laisser croire
qu'avec ces solutions-là, on va pouvoir continuer le même modèle en le rendant propre à la hauteur des enjeux et dans le laps de temps qui nous incombe pour cela, ça c'est un gros mensonge. Et donc, nous sommes là pour rappeler ces vérités qui dérangent, effectivement, et nous assumons de le faire. Miser sur la compensation, c'est pareil. Qu'en est-il sur le zéro artificialisation? Je ne sais pas quelle sera la politique de la métropole, mais c'est ça qu'il faut évoquer. Est-ce que quand on sortira le bitume des cours de récré, on débétonisera les cours de récré des écoles, ce qu'il faut absolument faire, est-ce qu'on le portera au ratio d'une compensation, etc., etc. Bref, voilà. Et le dernier sujet, le vrai, qui n'est pas dans le bilan Total, dans le rapport complet de Total, on a cherché ce mot, bilan carbone, ça n'y est pas, budget carbone, pardon. Le budget carbone, c'est tout simplement ce qu'il nous reste encore à pouvoir utiliser comme énergie fossile, émissions de carbone, avant qu'on ait dépassé les objectifs du GIEC. 1,5 degré d'augmentation, 2 degrés d'augmentation. De toute façon, les climatologues sérieux disent que 1,5 degré, on va le dépasser quoi qu'il arrive, avec déjà les aléas et les effets sur nos sociétés et sur le reste du vivant qu'on connaît. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui de s'aligner dès maintenant, de ne plus être frileux, de ne plus tergiverser, de bifurquer, comme ça a été dit, pour pouvoir au moins être au rendez-vous de ce qui se fera après et d'une soutenabilité, d'une possibilité de vivre encore sur cette terre. Et je conclus, par la dernière diapo. Donc pour ne pas laisser se dérouler une table ronde où probablement des choses vont être mises sous le tapis parce que c'est un peu dérangeant, nous avons préparé 3 questions. Vous les voyez. Comment justifiez-vous de maintenir des projets qui ne sont pas alignés sur les grands enjeux ni sur les objectifs à atteindre? Je crois que cette question elle peut être adressée aux acteurs de la table ronde, de manière plus générale à tous les décideurs, qu'ils soient politiques, et pas qu'à Toulouse, bien sûr, qu'ils soient politiques et puis qu'ils soient aussi les acteurs majeurs, les grands acteurs économiques, pas que Total, mais toute une série d'acteurs économiques. Pour Total plus particulièrement, on a 2 questions. Total a activement contribué à ralentir les politiques climatiques dans les décennies passées. En tout cas, c'est bien documenté pour la période de la fin des années 80, années 90, comme toutes les autres ou presque grandes majors de l'industrie des énergies fossiles. Oui, la situation dramatique dans laquelle nous sommes est en partie due aux effets d'obstruction du débat public et d'obstruction de tout ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, y compris en finançant le déni qui a été mené par ces acteurs-là à ce moment. Donc on est tout à fait fondé à leur demander des comptes. Voilà. Et donc la question est très claire. Assumez-vous de continuer ce que Julien a bien expliqué, d'exploiter des énergies fossiles alors qu'on sait qu'il faut d'urgence se préparer à ne plus exploiter que ce qui est déjà en cours, de manière à baisser à l'échelle planétaire les émissions et que c'est la seule trajectoire à tenir. Et on a mis une question dernière parce qu'il y a eu cette semaine un article dans le Canard enchaîné. Donc si Total Énergie apprenait soutenir un master universitaire dont le responsable conteste ouvertement la légitimité du GIEC, stopperait-il sa collaboration et son financement? Le master en question est à l'université Toulouse 3. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vais demander à François Chollet, Franck Delafosse et Sylvain Panas de me rejoindre sur scène. Merci. Je vais vous demander aussi de vous asseoir si c'est possible. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Alors, j'ai à ma gauche Sylvain Panas, et ça tombe bien parce que c'est le... Ne partez pas. Ne partez pas. C'est le directeur Occitanie de Total Énergie. C'est bon, je l'ai. Alors, il est possible qu'on ne soit pas parti là-dessus initialement. On allait avoir un discours lénifiant. Non, je plaisante. Est-ce que vous souhaitez adresser ce qui va être dit, Sylvain? Oui, absolument. Donc bonjour, moi je suis Sylvain Panas. Je suis le premier et le nouveau, enfin à la fois le nouveau et le premier directeur de Total Énergie en Occitanie. Je viens d'arriver, ça fait 5 mois que je suis là. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout, hein, c'était très très dense. On partage de nombreux constats, même si ça vous étonne. Je suis moi-même scientifique, je suis moi-même ingénieur.
Et ces constats-là, Total Energy les partage également. Et Total Energy est avant tout une boîte d'ingénieurs et de scientifiques. Donc ces constats sont partagés. Après, on peut discuter sur la façon dont il faut procéder pour gérer ces problèmes. D'abord aujourd'hui sur la forme et ensuite sur le fond. Est-ce qu'il faut faire un virage brutal ou est-ce qu'il faut faire un virage planifié? Moi, je vous invite à en discuter avec moi, avec plaisir. C'est mon métier, en fait. Juste, pour faire une parenthèse très très rapide, moi, je viens d'arriver chez Total Energy. Je suis un ancien chef d'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. J'ai fait un des tout premiers méthaniseurs en Occitanie et j'ai dirigé et créé une des plus grosses boîtes d'efficacité énergétique en Europe, qui était basée en Belgique. Donc, on est sur des sujets qui me touchent, moi, personnellement, et à titre personnel, en termes de témoignage. Si je suis chez Total Energy aujourd'hui, c'est pour être au cœur du système et c'est pour participer à la transformation en fait. On peut tous décider collectivement de faire des constats et de dire c'est moche, c'est pas bien. On peut aussi dire comment je fais moi personnellement pour participer au changement du schmilblick. Et moi le choix que j'ai fait, c'est de rejoindre Total Energy pour aider Total Energy dans cette transformation qui est en cours et qui est planifiée. Je voulais juste répondre sur le master, parce que c'est vrai que ça a été un sujet d'actualité et un article du Canard enchaîné cette semaine. En fait, ce master, au départ, c'est pas Total Energy qui l'a créé, c'est moi, à titre perso. Comme je vous l'ai dit, je viens de rejoindre Total Energy il y a quelques mois. Et avec Jean-François Georgis, qui est le patron de ce master, on avait imaginé, avant le Covid, donc il y a 3 ans, la création commune d'un master transition énergétique. Donc ce master a vu le jour cette année avec Total Energy, puisque depuis quelques mois je travaille chez Total Energy. Et donc le Canard enchaîné, vous le savez, est un journal qui a des qualités, mais de là à dire que Jean-François Georgis est un climato-sceptique, il y a quand même un grand gap, parce que Jean-François Georgis, le responsable de ce master, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 15 ans au sein de la T2E, l'association technique énergie-environnement, et qui prône le développement des énergies renouvelables notamment. Voilà, après, je peux même aller encore plus loin sur les sujets. Peut-être en introduction juste, quelques constats qui vont rentrer dans une équation qui n'est pas facile à résoudre malgré tout. Le premier constat, c'est la demande mondiale d'énergie ne fait qu'augmenter. Et elle augmente de façon exponentielle dans le monde. On ne parle pas de Toulouse ou de France, là, on parle de la consommation mondiale d'énergie, elle explose. Pourquoi ? Parce que la population mondiale augmente de façon exponentielle et aussi parce que nos besoins individuels augmentent. Même en France, on essaie d'être sobre depuis des années. Nos consommations énergétiques évoluent encore et augmentent encore. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, tout le modèle de société qu'on a construit ensemble, collectivement, et pas que Total Energy, depuis des années, repose sur un triptyque qui est vital aujourd'hui. C'est une énergie abondante, une énergie pas chère et une énergie qui doit être décarbonée, de plus en plus décarbonée. Et on voit en ce moment que si ce triptyque, s'il manque un truc, tout se casse la gueule en fait. On est en train de le voir, il manque une journée de carburant à la station-service, c'est une panique. Si EDF nous dit que ses réacteurs nucléaires vont être un peu en souffrance cet hiver et qu'il risque de manquer d'électricité, c'est la panique. Et si le prix de l'énergie augmente de 10%, c'est la panique. Donc en fait, dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de vérité, mais il y a quand même un point clé là-dedans, c'est que si on n'est pas capable de fournir une énergie abondante, pas chère et décarbonée, c'est tout un système qui s'écroule. Et on est en train de le voir en ce moment, on est sur un fil. Ensuite, notre plaquette publicitaire, comme vous l'appelez, ce n'en est pas une, c'est une plaquette d'information. Notre mix énergétique a évolué. En 2015, Total Energy, c'était 65% de pétrole. En 2030, ça sera plus que 30%. Avec un développement massif du renouvelable. Aujourd'hui, ne vous en déplaise, Total Energy est la compagnie française qui investit le plus dans les énergies renouvelables. C'est 4 milliards d'euros cette année qui vont être investis. Ces constats, ils ne sont pas évidents. Mais non, pas Greenway.
partent. Sur la forme aussi, c'est une espèce d'impolitesse de partir, ou peut-être de faiblesse de partir en cours d'explication. Bon bref, moi j'étais là aujourd'hui pour parler de mobilité durable. Je pense qu'on peut reparler de ça. On va peut-être parler avec François Chollet de rénovation énergétique. François, on va reprendre le fil de ce qu'on avait prévu initialement. Si vous permettez, peut-être quand même un mot sur ce qui vient de se passer et en revenant sur deux aspects. Premier aspect, on a parlé, il a été mentionné le plan climat-air-énergie territorial et l'évaluation qui a été faite récemment qui a montré que certains des indicateurs n'étaient pas à la hauteur des attentes. Ça a été dit par Jean-Luc Moudenc ce matin. Je voudrais souligner que cette initiative, c'est l'initiative de la transparence unique sur le territoire national à ce niveau, en mettant sur la table les choses. Et c'est un élément qui ne fait pas plaisir lorsqu'on voit les résultats qui sont mauvais sur certains indicateurs, mais c'est un élément de réalité, c'est un élément concret qui est indiscutable. Et cette attitude-là, qui est l'attitude de la transparence, c'est l'attitude de Toulouse Métropole et de son président. Je tenais à le signaler aujourd'hui. Et effectivement, ce n'est pas agréable d'avoir des indicateurs qui ne sont pas très bons. C'est aussi une façon de se retrousser les manches, c'est une façon de réagir, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de voir les solutions qui, et Jean-Luc Moudenc ça aussi l'a dit, seront votées dans quelques jours au Conseil de métropole qui vont nous permettre d'infléchir les choses. Donc, tout ceci pour dire que nous sommes devant une affaire qui est une affaire difficile. S'il y avait des solutions et que les politiques publiques pouvaient, en un clin d'œil, renverser la tendance, ce serait déjà fait. Par contre, et c'est très sincèrement, c'est des choses qui ne sont pas réalistes. En revanche, ce qui est réaliste, c'est de se mettre autour de la table tous ensemble, pas de partir au bout de 5 minutes quand ça vous arrange, et en dehors de tout esprit de responsabilité, et de regarder les choses et de voir comment on peut avancer. J'ai deux choses de plus à dire. La première chose que je voulais, ou la deuxième maintenant que je voulais dire, c'est que ceci ne marchera que si les citoyens marchent avec nous. L'acceptabilité des mesures est un élément fondamental. Je suis l'élu que Jean-Luc Moudenc, monsieur le Texier, vous me laissez parler s'il vous plaît. Je suis l'élu que Jean-Luc Moudenc a chargé de mettre en place la zone à faible émission. Projet fantastique avec une conséquence sanitaire extraordinaire parce que 440 000 personnes, grâce à cette zone à faible émission, vont voir la qualité de l'air s'améliorer dans cette métropole. Question derrière cette contrainte, c'est son acceptabilité. Et ça a été souligné, ça aussi, c'est souligné par les maires des grandes villes. Nous avons derrière à accompagner nos concitoyens dans ces mesures-là. C'est pour ça que les Yaka Faucon qui sont mis en avant avec des résultats qui sont tranchés sont irresponsables. Je vous le dis, la question de fond que nous avons à affronter maintenant, c'est comment on embarque tout le monde. Et dernière chose que je voulais dire, il y a une question dit comment justifiez-vous de maintenir des projets qui ne sont pas alignés sur les grands enjeux ni sur les grands objectifs. Qui dit qu'ils ne sont pas alignés? C'est vous qui le dites. Il n'y a pas d'autorité absolue pour dire qu'ils ne sont pas alignés. Qu'est-ce que c'est que ce terrorisme-là qui vous permet de dire c'est aligné, ça n'est pas aligné? Je suis désolé, ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir discuter, ça fait partie des choses... La question de Paléficat, vous dites qu'il faut arrêter Malvert, Paléficat sur Toulouse, qui sont des zones d'aménagement concerté que nous avons prévues. Mais il nous faut accueillir des gens, il nous faut continuer à faire des logements. Nous avons un engagement à faire au moins 7000 logements par an. C'est quelque chose qui est la réalité. Donc il y a un gap entre ce qui a été dit et dont je ne conteste pas la réalité scientifique, et puis il y a la réalité du terrain, il y a l'action, il y a la réalité de la vie et la réalité des gens qui est autre chose. Alors, peut-être une vision extérieure avec vous, Nicolas.
Je n'avais pas vous poser cette question-là, mais votre analyse finalement sur cette situation. Je suis vraiment dans la France. Hein. J'ai rien ajouté sur le sujet du climat même, parce que je ne peux pas parler avec autorité sur ça, mais je peux dire certainement de ce que nous faisons dans la promotion des nouveaux bâtiments et de façon dans laquelle nous gérons les villes existantes, qu'il faut trouver le chemin qui, avec la plupart des gens, peut être d'accord, de gauche, de droite, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Et à mon avis, dans la portion du problème dont je suis expert, je ne suis pas expert sur les autres sujets, ça c'est faisable en faisant les liens clairs avec ce qu'aiment les gens, le besoin absolu de diminuer nos frais de carbone, et où on habite et où on construit les nouveaux bâtiments. Et comme a dit un des architectes ce matin, en fait, nous avons déjà, certainement en Angleterre, je crois que c'est probablement très pareil ici en France, nous avons déjà au moins 80%, probablement beaucoup plus, des rues, des maisons et des endroits qu'il nous faut pour les prochains 100 ans. Et c'est notre façon de regérer, d'améliorer ça. Et j'en suis certain qu'en fait, l'avenir, c'est moins les voitures électriques, ça va être utilisé entre les villes, mais dans les villes même, et pas juste les grandes cités, si on peut remaginer nos rues pour être joyeux à marcher, à promener, joyeux à utiliser le bicyclette ou l'e-bicyclette, on dit ça, l'e-bicyclette, on dirait en anglais un game changer, ça veut dire que ça change ce qu'on peut faire. Parce que l'e-bike, ça aide les vieux, les gens moins forts à les utiliser. Et si on peut faire ça, j'en suis sûr qu'on peut arriver, et je pense que de plus en plus, ici en France, en Italie, en Angleterre, aux autres pays, on commence à voir l'avenir qui est faisable et qu'il nous faut. Et qui est désirable, merci. Alors Franck, vous êtes Franck Delafosse, vous êtes directeur d'exploitation de la Banque Populaire Occitane. Bienvenue à votre première table ronde, c'est quelque part un bizutage. C'est pas mal. Des initiatives privées existent, justement au titre de la Banque Populaire. Vous lancez la Banque de la Transition Énergétique. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience aussi. Oui, ouais. Et je voudrais rebondir, alors je suis désolé, par réagir aux intervenants. Alors, ils sont là pour nous bousculer, etc. Parce que je pense qu'ils n'imaginent pas qu'on est bousculé par ailleurs. Et tous les slides qui sont là, qui ont été diffusés, etc., on les a vus. Et c'est Jean-Marc Jancovici, qui nous a à nouveau très sensibilisés au mois de mars. Et quand je dis nous, c'est tous les dirigeants du groupe Banque Populaire. Je suis dirigeant effectif donc avec Christophe Bosson de Banque Populaire Occitane. On était dans la salle et on est ressorti en se disant il faut qu'on fasse autrement. Et je rejoins tout à fait le sujet que vous avez abordé tout à l'heure chez Total, c'est qu'il faut être acteur. Une fois qu'on a tous ces constats, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et Boris, vous me lanciez sur la Banque de la Transition Énergétique. On a décidé de l'annoncer au cours de ce forum. BP Occitane lance la Banque de la Transition Énergétique. Concrètement, c'est quoi? C'est un outil dans lequel, euro par euro, on va démontrer qu'on finance des sujets exclusivement de transition énergétique. C'est un sujet sur lequel on va rentrer dans l'écosystème et on s'engage dès 2024 à avoir 25% de notre production de crédit qui sera destinée au green d'une façon générale. J'aurais bien aimé qu'il reste là avec le panneau greenwashing pour me dire si c'est du greenwashing, parce que très honnêtement, on était à 1% en 2019, on vise 25% en 2024, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec une vraie volonté. Et donc cette banque de la transition énergétique, on va aussi la conduire de façon complètement disruptive en interne. Parce que si j'étais venu vous dire, on crée une marque avec un département dans une direction du développement, comme on fait toujours, ok, ils auraient pu me dire ça. En fait, on ne va pas faire comme ça. On a 2000 collaborateurs à la Banque Populaire Occitane, et dans ces 2000, on a des personnes qui ont des convictions chevillées au corps sur le réchauffement climatique, ils ont envie d'être acteurs. Et en fait, on va aller les chercher, quel que soit leur métier, et on va leur demander de nous aider à être encore plus pertinents. Parce que si on rentre dans le modèle habituel, on n'ira pas assez vite.
Donc voilà comment on va faire avec cette banque de la transition énergétique. Et juste, je voulais juste finir en disant qu'on se sent une responsabilité parce que BP Occitane a plus d'une entreprise, une PME sur deux, est cliente de BP Occitane. Donc on se doit, nous, d'avoir les solutions. Et parler de la transition énergétique, nous, notre rôle, c'est d'en parler en solution et pas en problème. Il y a assez de gens pour en parler sous forme de problème. Merci beaucoup, M. Delafosse. Alors, Sylvain Panas, étant donné le fait que vous aimez bien les challenges, vous aviez envisagé ce matin de parler de mobilité. Et qui dit mobilité dit carburant. Je fais exprès pour maintenir un peu le suspense, mais voilà, vous avez décidé de tout aborder ce matin. C'était... Ouais, oui, alors le sujet d'aujourd'hui, c'était la ville durable. Et qui dit ville durable dit mobilité durable. Alors il est évident, hein, et Toulouse Métropole le fait d'ailleurs absolument bien, développer le vélo, développer les transports en commun, faciliter les trajets à pied. Et c'est une priorité. Je suis moi-même néo-toulousain depuis quelques mois et je fais tout à pied en vélo et c'est absolument génial. Mais, il y a un mais, l'agglomération et la métropole, elle est grande et on n'arrive pas à tout faire à pied, à vélo ou en transport en commun. Il faut donc encore prendre la voiture, encore pendant quelques années à mon avis. Et donc, il faut travailler sur comment je fais pour rendre mes trajets en voiture plus durables, moins émetteurs de CO2. Alors, il est évident que tout le monde, ce qui vient à la tête en premier, c'est la mobilité électrique. C'est génial. La voiture électrique, ça émet pas de CO2, enfin, à condition de garder des véhicules électriques légers, parce que si on se met tous à rouler avec des SUV de 3 tonnes électriques sur l'autoroute, ça devient complètement crétin. Mais la mobilité électrique en ville, c'est parfait. Mais avant d'arriver à rouler à 100% électrique, tout le monde, il y a des étapes. En fait, il faut planifier. La transition énergétique de la mobilité, elle doit être planifiée, elle ne se fait pas en un claquement de doigts, ça prend un peu de temps. Donc il y a des étapes intermédiaires. Donc la première étape, qui a déjà été faite il y a quelques années, hein, depuis les années 1980, Total Energy développe des carburants de moins en moins carbonés, de plus en plus efficaces. Quand vous faites un plein avec du supercarburant ou du diesel aujourd'hui, il émet 15% de CO2 de moins qu'il y a 20 ans, parce que les ingénieurs ont travaillé sur l'amélioration des performances de ces carburants. Alors, ce n'est pas la panacée, on utilise encore des énergies fossiles, mais c'est encore ce qu'on a trouvé de moins cher pour faire rouler les gens. Si vous dites à tout le monde que pour faire le plein, c'est 5 € le litre, parce que vous faites rouler les véhicules qu'avec des biocarburants, on va avoir des petits problèmes sociaux. Donc il faut que la transition se fasse de façon planifiée et lente. Alors, on fait des biocarburants à partir d'huile de friture usagée, à partir de graisse animale. Là, les coûts sont plus élevés que les carburants d'origine fossile, mais ils permettent de décarboner de façon massive notre mix énergétique. Quand vous mettez du diesel B10 dans votre voiture, c'est 10% de biocarburant. Quand vous mettez du E85 dans votre voiture, c'est du super qui contient 85% de biocarburant. Donc on travaille déjà sur ce qu'on sait faire de mieux. Et effectivement, c'est pas glorieux, ça émet encore du CO2, mais déjà sur ces sujets-là, on s'améliore. Après, évidemment... Ouais. Je peux ajouter quelque chose très rapidement, s'il vous plaît. Deux trucs vraiment, en fait. Si on lise les recherches sur la vitesse avec laquelle nous avons bougé dans les villes, ça n'a pas vraiment changé depuis 2 siècles. La vitesse moyenne. Clairement, avec les voitures, nous pouvons prendre une vitesse beaucoup plus rapide pour les instants, mais en fait, ça reste un peu pareil partout avec les chevaux, les bicyclettes, les voitures. Et en fait, il y avait une étude l'autre jour que j'ai lue qui montrait qu'en fait, si tout le monde dans le centre de Londres n'utilisait point les voitures, mais il n'utilisait que les bicyclettes et les rickshaws. Ça marche en français, le rickshaw, l'espèce de truc... comment dit carriole des... Je sais pas le mot, excusez-moi. C'est une espèce de electric buggy. Bon, les triporteurs. Les triporteurs, c'est ça, je crois que c'est ça. En fait, que les vitesses moyennes seraient soit les mêmes, soit un peu plus. Et je pense que l'avenir qu'il faut avoir dans nos têtes, c'est de faire les distinctions entre dans les villes et au dehors des villes. Et dans les villes, on n'a vraiment pas besoin des voitures privées. Et c'est ça l'avenir qu'il faut prendre. Un deuxième tour, très rapidement, si je puis, juste pour vous donner une idée. Justement, pour aller dans votre sens, cet après-midi, on a le maire de Pontevedra qui va nous expliquer comment il va faire. Juste, moi, je voulais rebondir sur la mobilité, parce qu'en fait, on a des chefs d'entreprise, des artisans, etc., qui ont, voilà, il y a la ZFE, et qui n'osent pas changer leur véhicule, leur flotte, parce qu'ils se disent, moi, en tant que chef d'entreprise, je vends mes véhicules tous les 3 ans. Qui me dit combien ça vaudra dans 3 ans? Personne ne me garantit. Donc là, aujourd'hui, on leur propose des solutions avec de la location longue durée, en leur disant, c'est pas à vous de prendre ce risque-là,
en tant qu'artisan, etc., vous accompagnez la transition en passant tout de suite avec des véhicules plus propres. La ZFE donc n'est plus un problème, on a la solution. Et puis en fait, vous n'incorporez pas un nouveau risque pour vous. Ça, c'est important de le dire parce que j'entends ce qui est fait chez Total, mais après, l'artisan du coin, comment il fait, quoi? Voilà, c'est juste un petit compliment. Très bien. De l'autre côté, François, cette question de la fonctionnalité des déplacements à l'échelle de la métropole. Oui, je pense qu'on est au cœur d'un sujet tout à fait majeur. Ça a été dit, les choses ont été dites, mais si l'on observe les choses actuellement à Toulouse, on voit une augmentation très importante au cours de la dernière année même de la pratique du vélo. C'est quelque chose qui est... on a une part modale qui n'est pas réellement mesurée encore, mais qu'on mesurera et dont on aura les résultats là, bientôt, qui nous montre que le vélo est le mode de transport qui a le plus de succès actuellement. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les primes que nous donnons que la métropole donne pour l'achat de vélos et en particulier de vélos électriques, et le vélo électrique est sûrement une révolution là-dedans parce qu'il permet à des personnes qui n'en feraient pas d'en faire, sont un vrai succès. Donc je pense qu'effectivement on est à un changement de mode, on est à un changement de modalité et un changement de comportement. Sur la place du Capitole, vous avez des initiatives aujourd'hui qui se multiplient, mais en matière de mobilité, avec l'application Ecomode, je vois qu'il y a des flottes de vélos d'entreprise maintenant qui sont proposés par certaines entreprises. Donc les choses sont en train de se modifier réellement. Et quand vous faites ça, en fait, la valeur des propriétés, c'est enlevé. Les gens marchent plus, ils ont la meilleure santé, les magasins marchent mieux, et pour la plupart, les gens sont plus contents. C'est win-win. On peut vraiment créer un virtuous circle. Pardon, j'ai utilisé l'anglais. Oui, on peut créer un cercle vertueux. Non, mais c'était clair. Sur cette question de la mobilité dans les villes de demain, Sylvain Panas. Oui, mais pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, je crois qu'on a fait de la voiture, jusqu'à maintenant, l'outil universel pour se déplacer partout tout le temps. Pour faire 3 km, pour en faire 2000. Et c'est une bêtise. Aujourd'hui, il faut vraiment remettre l'usage au cœur. Donc, est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion pour aller à Paris? Est-ce que j'ai besoin de prendre la voiture pour aller à Paris? Peut-être que la bonne solution, c'est le train. Est-ce que pour aller de mon domicile à mon travail, pour faire 5 km, est-ce que je dois prendre ma voiture? La réponse est certainement non. Je suis venu en train de Londres. Ah, bravo. Donc, il y a vraiment une question de l'usage. D'ailleurs, il n'y a pas de solution magique. Hein. C'est un usage pour une application, quoi. Il faut vraiment remettre. Et c'est pour ça que l'aviation n'est pas complètement morte, parce qu'on aura encore besoin d'avions pour se déplacer sur des très longues distances. Autre sujet, sur la mobilité électrique quand même, ça c'est très important parce que pour faire des véhicules électriques, il faut faire de l'électricité. Et pour faire de l'électricité, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir développer massivement des énergies renouvelables. Et donc pour développer massivement des énergies renouvelables, il faut deux choses. Il faut des matériaux. Et ce matin, il y a une architecte qui nous a expliqué que les matériaux étaient en souffrance. Donc pour faire des panneaux photovoltaïques, pour faire des éoliennes, il faut de l'électronique, il faut des terres rares, il faut du silite, il faut de la silice. Allons-nous avoir les matières premières suffisantes pour produire les énergies renouvelables dont nous allons avoir besoin pour faire tous les usages électriques que nous voulons faire? Mon copain Jean Covici dira « je n'en suis pas certain ». Autre sujet, pour développer des énergies renouvelables de façon massive, il faut du foncier. On sait que le foncier est déjà sous pression, on n'utilisera pas des terres agricoles pour mettre des panneaux photovoltaïques parce qu'il faut d'abord nourrir les gens. Donc nous, on a quand même un positionnement juste, et d'ailleurs on est à l'écoute et on discute en ce moment avec énormément de monde scientifique pour savoir comment on fait pour produire massivement des énergies renouvelables dans ces conditions de manque de ressources, matières premières et de foncier. Alors Franck, puisqu'il y a eu une grande prise de conscience qui a été faite par la Banque Populaire Occitane, comment on fait pour accompagner tout ça? Vous avez dit que c'est à échéance déjà de 1 an. Est-ce qu'il y a des objectifs de prêts qui soient verts? Est-ce qu'il y a des opérations que vous accompagnez? Comment ça se passe? Alors oui, effectivement, on a des objectifs de prêt grid, mais surtout on a voulu aussi inventer quelque chose d'un peu nouveau. Ça s'appelle le prêt impact. Alors le prêt impact, je vous explique comment ça fonctionne. Le chef d'entreprise a un entretien avec son conseiller et souvent son expert comptable, parce qu'on a passé un accord avec l'ordre des experts comptables, et ils se mettent d'accord sur 1, 2 ou 3 objectifs environnementaux, je vais y arriver, ou sociaux. Et tous les ans,
on vérifie si les engagements qui ont été pris sont tenus ou pas. S'ils sont tenus, tous les ans, la banque rembourse une partie des intérêts. Donc en fait, ce n'est pas juste un engagement de faire, c'est une preuve. Et c'est pour ça qu'on a dû travailler en transverse avec l'ordre des experts comptables pour qu'ils soient en capacité de faire une attestation pour dire oui, cette entreprise consomme moins de CO2 cette année par chiffre d'affaires que ce qu'elle faisait l'année dernière, ou elle consomme moins d'eau par chiffre d'affaires que précédemment. En fait, c'est vraiment du très 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 factuel qui se mesure, et si c'est mesuré, la part de la banque, en fait, c'est de rembourser une partie des intérêts. Alors, on va faire un dernier tour de table, puisque, évidemment, il est temps de se sustenter dans la joie et la bonne humeur dans quelques instants. François, on commence avec vous, François Chollet. Le futur, la projection, on a vu, effectivement, ces chiffres qui ont été rappelés par les scientifiques. Alors, je crois que le titre, c'était énergie, climat et cadre de vie. Il y a cadre de vie dans le titre de la table ronde. C'était un peu bousculé, hein, la table. Il faut comprendre oui, qu'on est parti sur des chemins de traverse. Je voudrais revenir sur cette question du cadre de vie qui est essentielle. Notre conviction, c'est que nous n'arriverons pas à embarquer tout le monde, je le disais comme ça, mais à motiver et à faire en sorte que nos concitoyens adhèrent aux mesures essentielles que nous devons prendre en matière de climat si elles sont punitives et si elles sont présentées d'une façon excessivement défavorable. Je crois qu'il y a derrière ce mot cadre de vie un élément extrêmement important. Cadre de vie, c'est le logement, c'est la performance du logement. On avait prévu d'en parler, de la performance du logement, mais c'est la performance énergétique, c'est l'esthétique, ça a été dit ici, mais c'est aussi la performance énergétique. Enjeu majeur pour nous tous, la performance énergétique. C'est un sujet concret, la rénovation des logements, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué et ce n'est pas comme ça qu'on va rénover les millions de logements, les millions qu'il y a sur le territoire. C'est compliqué parce qu'il faut aller chez les gens, parce qu'il faut motiver, parce qu'il faut aller dans des règlements de copropriété, parce que c'est typiquement un sujet qui ne peut pas se régler en 3 coups de baguette magique. En revanche, il faut s'en occuper. Il faut y aller. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette maison de l'énergie, qui a beaucoup de succès d'ailleurs sur Toulouse et qui nous permet d'épauler et d'accompagner l'ensemble des Toulousains et des métropolitains qui souhaitent s'engager là-dedans. Donc il y a très certainement dans tous les enjeux qui sont les nôtres une part qui est une part de concertation, une part d'adhésion qui est majeure dans la réalisation pratique des projets qui sont les nôtres. Si les gens n'adhèrent pas, s'il y a des attitudes contre-productives, suivez mon regard, je pense que ces choses-là ne marcheront pas, je pense que nous n'y arriverons pas. Les politiques publiques ne suffiront pas à changer les choses, totalement, elles peuvent donner l'impulsion, mais s'il n'y a pas le monde de l'entreprise, il y est, je pense, et en tout cas il est prêt à y être. S'il n'y a pas le monde associatif, s'il n'y a pas l'ensemble des collectivités, je pense, et l'ensemble des citoyens, nous n'y arriverons pas. Merci François Chollet. Un mot rapide, Sylvain. Ouais, très rapide, merci François. J'adhère complètement à ce que tu viens de dire. Juste, oui, il faut travailler ensemble, c'est nécessaire, le public, le privé, les académiques. Juste un petit témoignage, hein. On a monté ici à Toulouse un groupe de travail, alors certains l'appellent think tank ou do tank, on dit ce qu'on veut, qui regroupe autour de la table des élus. Donc, il y a des élus de Toulouse Métropole, il y a des élus de la région, il y a l'ADEME, il y a des académiques, il y a des scientifiques, il y a des financiers, il y a la BPI, il y a Total Energy, il y a des industriels, il y a le MEDEF, etc. Enfin, on a regroupé autour de la table les acteurs socio-économiques de la région. Et la thématique initiale du groupe de travail, c'était comment on fait pour accélérer ensemble la transition énergétique. Parce qu'en fait, le sujet bloquant, c'est que les gens ne se parlent pas, ou peu, et rarement tous ensemble. On se parle 2 à 2 ou 3 par 3, et puis on se parle rarement tous ensemble. Donc ce think tank, il a pour but de faire accélérer la transition énergétique sur ce territoire. Le groupe a changé de thème de travail. On est maintenant sur de la souveraineté énergétique. L'actualité nous a rattrapés. C'est comment on fait pour produire de l'énergie sur notre territoire et ne plus être dépendant de ce qui se passe à l'étranger. Et ce groupe fonctionne très très bien parce qu'en fait, quand les gens sont autour de la table pour travailler ensemble,
malgré leurs différentes origines, ça marche super bien. Donc j'encourage les gens qui veulent nous rejoindre à me contacter au numéro qui est sur la fameuse plaquette publicitaire, qui n'est pas publicitaire. Merci Sylvain. Franck, quelques mots rapidement. Peut-être faire un lien avec le cadre de vie, parce que quand on parle cadre de vie, il y a aussi les commerces de proximité dans lesquels je mets les banques. Nous, on a fait le choix d'avoir un maillage extrêmement fort. Ça veut dire 200 points de vente avec des sujets de chauffage, d'électricité, de déplacement, de passoires énergétiques, etc. Et on aurait pu faire le choix, pour tenir nos engagements, de fermer des points de vente. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, ça peut être une stratégie de dire on ferme des agences bancaires, tant pis pour le cadre de vie. Et nous, on fait plutôt le choix d'avoir un vrai plan de rénovation de l'ensemble du parc. C'est des montants conséquents, mais il faut le faire. Et ça fait partie pour moi du cadre de vie de laisser la possibilité à un client de venir à quelques kilomètres de son domicile, parce que si on ferme des agences bancaires, ils viendront toujours dans les banques, sauf qu'au lieu de faire 10 km, ils en feront 50. Et je ne suis pas sûr du tout que le bilan carbone soit meilleur. Voilà. Merci Franck. Le mot de la fin pour Nicolas. Deux phrases. Le sujet, le thème de la proximité heureuse est très, très, très bien choisi. Et le chemin pour améliorer la délicatesse avec laquelle nous foulons la planète, c'est de retomber amoureux de nos villes et cités et villages traditionnels, de les améliorer et de retrouver une façon de vivre où nous n'avons pas besoin de nous mettre dans une voiture chaque 2 minutes. Merci beaucoup. On va prendre un déjeuner frugal et on se retrouve à 14h30 avec Cédric Villani.